Bila, bibliothèque des littératures d'aventure. Bon, bienvenue. Nous sommes très heureux évidemment d'accueillir à nouveau Michel Audy pour une nouvelle rencontre, puisqu'il nous avait déjà fait le plaisir de venir présenter son précédent opus il y a maintenant à peu près 2 ans, je crois. C'est ça, ouais. Voilà, donc content de le retrouver pour la sortie de Sombre Vendange. C'est son éditeur qui devait initialement animer la rencontre, mais il n'a pas pu être présent aujourd'hui, et c'est Aurélie Scholl, notre super bibliothécaire, qui, au pied levé, a décidé de reprendre l'animation de la rencontre. On la remercie. Et qui est plus joli que l'éditeur. Alors oui, mais ça Je c'est le pas prends comme un difficile. compliment. Voilà, on est très... On souhaiterait juste vous écouter tous les deux, voilà. Merci. Merci. Mais avant toute chose, moi je voudrais aussi remercier la Bila, qui est une association absolument incroyable, qui fait un boulot parfait, qui essaye de promouvoir un tas de jeunes, vieux et anciens écrivains. Et je crois que c'est vraiment une expérience pratiquement inédite sur la région. Et je suis vraiment, à titre personnel, très heureux qu'il existe un organisme de ce type avec une équipe compétente, sympathique et chaleureuse. Voilà. C'est dit. Beaucoup. Voilà, ce que je propose, c'est peut-être de commencer. J'étais un petit peu sur la globalité de votre travail d'écrivain. Donc déjà, comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous lancer dans l'aventure des romans, particulièrement policiers dans ce cas-ci? C'est une très bonne question. J'ai toujours aimé lire, et plus spécialement, à un moment donné, des romans policiers. Pour 2 choses. Pour l'intrigue d'une part, bien entendu, mais surtout pour les atmosphères que les bons auteurs de romans policiers arrivent à mettre dans leurs livres. Hein. Bon, c'est vrai que Simenon était un précurseur. En quelques lignes, il arrivait à donner une description qui plongeait immédiatement le lecteur dans son atmosphère, dans sa petite ville, etc. Et puis j'ai retrouvé ça chez d'autres grands auteurs américains, comme le James Lee Burke, qui décrit évidemment, la plupart de ses romans se passent en Louisiane, décrit l'ambiance de la Louisiane, on s'y croirait. Donc j'ai pris comme référence un certain nombre de grands auteurs auxquels je ne me compare absolument pas. Puis je me suis dit, tiens, comme j'ai un peu de temps libre et que j'ai toujours quand même écrit un peu, pas beaucoup, je vais me lancer. C'est comme ça que je me suis attelé au premier de Sang et de Rose. Ça m'a pris énormément de temps parce que je ne le faisais pas de façon régulière. Je lâchais, pour une raison ou pour une autre. Je reprenais, disons, l'écriture un mois plus tard. Et puis finalement, je suis arrivé à la fin en me rendant compte que c'était beaucoup plus difficile que je ne croyais. Hein, parce que je me dis, une intrigue des personnages, et puis il faut faire attention. Puis il y a une construction aussi qui est propre à chaque auteur. Disons que moi, je travaillais un peu comme dans un découpage de film. J'avais déjà écrit certaines séquences, mais qui n'est pas la suite logique de ce que j'avais, mais qui allait venir s'intercaler un peu plus avant. Bon, c'est une façon d'écrire. J'arrive à m'y retrouver, pourquoi pas. Autant rester là-dessus. Ça me convient relativement bien, et ça peut donner un certain rythme, disons, à la narration aussi. Voilà. Et comme vous le précisez bien, dans le dernier livre, Sombre Vendange, vous écrivez des romans policiers, oui. Pas des romans historiques. Non. Donc maintenant, c'est vraiment une distinction qui est importante pour vous. Je me dis que ça pourrait être intéressant d'en parler un peu. Oui, je n'ai jamais eu la prétention, disons, d'écrire, je ne suis pas historien, je n'ai pas la prétention d'écrire un roman historique, et j'ai eu, surtout pour le premier, quelques réactions qui était positive au début, puis qui disait oui mais non, tout compte fait, c'est pas un roman historique, il n'y a pas suffisamment, disons, de références à ce que on a. Mais bon, j'ai répondu en disant que je n'étais absolument pas un auteur de romans historiques. Il y a des historiens pour ça qui en... Je vais dire que l'histoire, avec un petit h, elle entre dans mes bouquins comme un décor. Voilà. Simplement un décor que j'ai essayé de réinventer
petite anecdote à ce sujet, je ne sais pas si je l'avais raconté la fois dernière. Quand mon premier de Rose et de sang était à l'impression, j'ai entendu à la télévision que le Trésor de la cathédrale avait demandé à des historiens de l'université de Liège de réaliser un DVD. Je me dis, aïe, 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 moi qui ai à cette époque-là en plus. Sorti une intrigue qui se passait dans la principauté de Liège. Mais ça, c'était un travail d'historien. Mais comme, évidemment, moi, j'avais reconstitué avec mon imagination, je vais dire à 80%, le Liège tel que je le concevais à l'époque, je me suis précipité à la cathédrale acheter le DVD et par chance, je vais dire que 90% correspondait. C'est probablement la chance du débutant, mais c'est pour ça que je dis que je ne suis pas un écrivain d'histoire avec un grand H, mais essentiellement d'histoire policière. Il est évident que si on écrit un roman policier qui se passe en 1950, c'est-à-dire il y a 50 ans d'ici, ben, on va se trouver aussi dans un contexte complètement différent. On va dire, ah tiens, il y a ceci, etc. Bon, ben, le Moyen-Âge n'est jamais qu'un décor pour un certain nombre, disons, d'aventures qui pourraient d'ailleurs se passer maintenant. C'est ça. J'ai d'ailleurs eu une lectrice pour le dernier qui me dit, ben, il y a quelques meurtres dans ton dernier. Ben, je dis, oui. Mais si tu prends la Meuse ou n'importe quel journal sur un mois dans la région, et il y en a 5 fois plus que dans un roman qui se passe sur... me dit oui, tu as raison, effectivement. Donc, c'est sûr, mais les meurtres ici, ça fait partie du jeu, ça fait partie du Cluedo. C'est un jeu de l'esprit sur lequel j'emmène évidemment les lectrices et les lecteurs. Ils me suivent ou ils ne me suivent pas. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais c'est vrai que je rebondis là-dessus, justement, comme situer vos intrigues dans un climat qui est quand même assez violent. Vraiment, le Moyen-Âge, c'est quand même assez trouble, assez violent. Donc, comment faire pour faire des descriptions historiques voilà, qui servent de décor, mais sans non plus trop tomber dans cette violence, que ça ne ressort pas trop? Oui, c'est une combinaison qui n'est pas toujours facile. Tout compte fait de la violence, il y en a pas tellement. C'est parce qu'il y a quelques faits qui sont mis en évidence et dont on se rappelle, bien entendu, mais parce que ça faisait aussi partie de la vie de l'époque, de la vie de l'époque, exactement comme je crois qu'on a une violence qui est beaucoup plus importante à l'heure actuelle. Ici, on va attaquer quelqu'un pour un billet de 5 euros. Ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge. On attaquait quelqu'un parce que quand on avait des griefs, quand il avait une bourse bien remplie, qu'on le savait, etc. Donc il y a aussi, je veux dire, une exagération qui ne profite pas au Moyen-Âge, enfin qui profite plus au Moyen-Âge qu'à notre époque actuelle. C'est vrai, tout à fait. Un peu Nective Note, je n'ai pas l'habitude d'animer, je suis désolée. Prenez votre temps, Aurélie. Déjà, oui, donc je rebondis sur l'idée du contexte historique. Pourquoi Liège? Tout simplement, pourquoi la principauté de Liège? Vous auriez pu placer les intrigues partout et à toute époque. C'est vrai. Pourquoi Liège? Simon avait écrit 2 bouquins sur Liège. Et je me suis dit que depuis Louis, il n'y avait pas eu véritablement, si anecdotiquement, un ou l'autre petit roman policier. Je me suis dit, bon, ça peut intéresser les Liégeois, toujours en référence à James Lee Burke qui parle de sa Louisiane, de ses petits patelins en Louisiane. Je me dis, pourquoi ne pas le faire sur Liège, mais encore sans un peu la difficulté. Là, j'étais sûr que personne ne l'avait fait. Voilà, oui. Liège au Moyen-Âge, au XIVe siècle. Et c'est comme ça que je suis parti. C'est à la fois simple et compliqué. Simple dans le sens où je peux laisser aller mon imagination en me basant aussi sur quelques vues. Et c'est vrai qu'au fil du temps, au fil des siècles, les villes ne changeaient pas tellement. C'est vrai. Hein, ce n'est vraiment qu'au XVIIe, XVIIIe siècle qu'elles ont pris une expansion et qu'il y a eu des bouleversements assez significatifs. Mais à l'époque, ça ne bougeait pas tellement. Donc là, une certaine facilité, entre guillemets, puisque l'imagination plus certains documents peuvent arriver à recréer un décor et une atmosphère,
Mais alors, dans le cours du récit, ça devient beaucoup plus difficile parce que tout ce que les auteurs policiers actuels emploient comme moyen, moi je ne peux pas les employer. Oui, évidemment, la recherche ADN, on ne va pas aller la mettre en 1300. Les empreintes digitales, la recherche ADN, non, ça c'est impossible. Donc là, il faut que je me tienne à un jeu de logique, d'éléments disparates, de déduction qui se trouvent à travers tout le bouquin et qu'on arrive à relier in fine. Tout à fait. Comme chez Agatha Christie, pour qui j'ai beaucoup, disons, d'admiration, pour certains bouquins d'ailleurs, mais dans sa construction avec le compte-rendu final. Voilà. Et donc justement, vous citez Simenon, Fritz Lieber, Agatha Christie. Est-ce que vous avez d'autres référents littéraires de romans policiers ou autre genre peut-être qui vous ont inspiré un petit peu? Non, disons que dans ma période traditionnelle, 25-30 ans, bon, je suis très éclectique, je lisais un peu de tout, mais finalement je me suis surtout dirigé vers le roman policier parce que j'estime, pas le bête, je répète, pas le bête roman policier, parce que j'estime qu'à travers une enquête, etc., on peut saisir la vie d'un moment tout à fait particulier, d'une ville, d'une atmosphère. On peut connaître les gens, parce qu'on est obligé, Simenon a été le précurseur, mais on est obligé, disons, de décrire un certain nombre de personnages, l'humanité qui entoure l'enquête, etc. Donc c'est surtout cet aspect, et je trouve que à ce niveau-là, pour moi, le bon roman policier à l'heure actuelle, c'est un peu comme un roman de Balzac. Ah oui. À l'époque. Qui essayait bien entendu de décrire les us et coutumes de son époque avec leurs travers, avec leur turpitude, etc. Donc, puisque le roman policier n'existait pas encore à l'époque, je me suis dit, c'est un peu dans ce sens-là que j'apprécie les bons auteurs, parce qu'il y a aussi une recherche psychologique, bon, peut-être un peu moins dans le mien, mais je crois qu'il faut avancer progressivement. Il faut d'abord camper le personnage, le décrire, voir comment physiquement il est, comment il réagit, et puis finalement, dans le troisième, il en a marre de ce qu'il fait, il est arrivé à saturation, bien, oui. Il est obligé de continuer une enquête pour laquelle il n'a absolument aucune espèce d'intérêt, alors que 2 ans auparavant, il est retourné dans cette terre, il a acheté un petit mât, il n'a de cesse que de s'y rendre, être tranquille, ne plus frayer, disons, toute une faune qui, à la limite, le dégoûte un peu, tout en ayant toujours sa part de violence, son côté sombre, parce que lui aussi participe à cette violence. Lui aussi, ça ne le choque pas outre mesure. Ça fait partie de ses habitudes, de la vie qu'il mène, mais il a envie d'autre chose. Donc, j'arrive déjà dans le troisième à le cerner un peu différemment. C'est ça, on le sent bien, oui, tout à fait. Donc là, justement, le personnage principal de vos 3 livres, c'est Amaury de Montségur, qui est surnommé le Cata. Oui. On voit bien l'évolution, vraiment livre par livre, et au fil des 3 tomes. Donc justement, comment vous avez créé ce personnage? Comment, vous êtes parti d'où Mais je suis aussi parti de référents traditionnels. Et les référents traditionnels chez beaucoup d'auteurs modernes, ce sont des anciens policiers ou des policiers actuels qui ont perdu femmes et enfants parce que leur boulot ne leur permet pas de mener une vie normale. Ils tiennent le coup grâce au whisky, au bourbon ou certains à la drogue. Alors, et finalement, ce sont des êtres seuls dans leur vie, seuls finalement parce que leurs collègues leur reconnaissent généralement un certain nombre de mérites, mais ne voudraient pas forcément mener la vie qu'ils mènent. Donc, ils n'ont plus que leur métier pour se mettre en évidence ou pour donner un sens à leur vie. Donc, partant de là, je dis, je ne vais pas recommencer le même schéma. Cliché. Je vais prendre un homme de son époque qui est un peu lettré, qui aime bien la lecture d'auteurs anciens, de philosophes, etc., ce qui fait à certains moments, quand il a 10 ou 12 jours de calme, quelqu'un qui est de son époque, qui sait se battre, parce que finalement c'est un mercenaire qui est devenu enquêteur par la force des choses et par la force de sa blessure. Et le problème, il vit relativement seul aussi,
Mais pas pour des raisons, disons, de complexité de ménage. Il n'est pas marié, il n'a pas le temps d'ailleurs. Il est évident aussi, ça c'est une des composantes du Moyen-Âge, que la femme n'avait pas l'importance qu'on veut bien lui accorder, même à travers le roman de la Rose ou d'autres romans de l'époque. Non, la femme était la suivante de l'homme. Bon, elle servait un certain nombre de besognes plus ou moins nobles, plus ou moins basses. Donc, il était normal que ce gars se débrouille avec ce qu'il a sous la main, sans s'encombrer d'une femme, d'enfants, etc. Mais c'est une solitude qui ne lui pèse pas terriblement, parce qu'il connaît énormément de monde, parce qu'il a finalement une gouvernante, parce qu'il a un adjoint, Ouais. qui finalement au départ est un peu le contre-pied de ce qu'il est, puisque c'est un jeune moine, etc., mais qui peu à peu va entrer, disons, dans la vie profane, va se rendre compte de ce qui se passe dans la vie profane et va commencer à évoluer dans le même sens que son ami Amaury le Cathare. Et au fil des histoires, en fait, c'est lui qui devient l'enquêteur le plus important. Oui, oui. C'est lui qui dénoue un peu les situations. Qui dénoue les situations, qui donne donne un certain nombre de pistes que l'autre n'a pas vues parce qu'il est fatigué, parce qu'il en a marre, parce qu'il a autre chose en tête. Et chaque fois, bon, Amaury revient en disant oui, tout compte fait, oui, mais il n'a pas tort. Bon, pourquoi pas ceci, pourquoi pas ça. Donc, surtout dans le troisième, voilà, oui. un lecteur me disait, on a bien aimé parce que c'est une espèce d'anti-héros. Ah oui. Qui n'est pas le chevalier blanc flamboyant, oui, etc. Et d'ailleurs, dans aucun, ce n'est... Bon, il a peur aussi, il a peur des coups. Il panique à un moment quand il se retrouve dans une taverne, il a peur que ça dégénère, effectivement, de ne pas savoir quoi faire avec sa petite dague. Exactement. Donc, c'est pas le super-héros que certains... Non, j'ai essayé d'amener un homme normal dans une condition normale, qui est la sienne, mais qui n'a rien d'anormal à l'époque à laquelle il vit. Voilà, un peu comment je suis arrivé à le... Et dans le quatrième, ce sera encore complètement différent. Ah oui. Parce que là, il va retrouver son mât. Oui, bah oui, il y part. Il va retrouver son mât. Et alors, mais enfin, il est trop tôt pour en parler, ce n'est pas pour ça qu'on en parle. Mais justement, vous avez un rythme d'écriture fort soutenu quand même. On voit, voilà, le troisième vient de sortir, vous avez déjà le quatrième, oui, est déjà lancé, et donc c'est déjà comme ça depuis le premier, visiblement. Il y a un léger délai entre le premier et le deuxième, mais depuis, oui, ça file. Oui, parce que je crois que j'ai trouvé mon rythme, voilà, même si ça change, hein, on n'est pas figé évidemment dans un rythme particulier. Bon, il y a encore pas mal de choses qui sont en train de se modifier, mais je ne vais pas non plus me répéter d'un bouquin à l'autre. Je crois qu'il faut aussi ménager une certaine surprise. Mais je me dis que tant que j'ai le rythme, et c'est vrai que ça manque après le troisième, après l'avoir corrigé, bon, je suis resté 15 jours, 3 semaines sans rien faire parce que on en avait marre avec ma femme de corriger les trucs, de faire attention, où tout prend une autre allure, où on n'est plus sûr de rien du tout. Je me dis un peu de tranquillité. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai senti de nouveau le besoin de recommencer. Bon, et puis voilà, c'est un rythme qui me convient pour le moment et où j'essaie de faire, je vais dire, en moyenne une page et demie, en moyenne par jour. Ce qui ne veut pas dire que j'écris tous les jours, sur la semaine, sur le mois, effectivement. Tout à fait. Et donc ici, dans le roman Sombre Vendange, Amaury se retrouve face à un personnage vraiment coriace, on peut dire, face à un psychopathe. Voilà, un psychopathe, donc il se fait appeler le médiateur, oui, qui est un tueur né, entre guillemets. Oui. Et donc lui... Voilà, d'où est-ce qu'il sort, comment... C'est un personnage beaucoup plus violent que les personnages qu'on avait l'habitude de retrouver dans vos premiers livres. D'où il sort il est arrivé dans mon esprit pratiquement tout de suite. Dès que j'ai eu un embryon d'idées sur l'enquête à mener, je me suis dit, il faut un personnage qui sorte de l'ordinaire. Or, il en existait au Moyen-Âge. Le fameux Gilles de Rais, Barbe Bleue. Bon, il y en a eu un certain nombre. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais, parce que lui va jouer un rôle intéressant. C'est à la fois un tueur à gages, mais c'est aussi un malade, un grand malade. Oui, tout à fait.
Un grand et on s'en apercevra au fil du récit, même si on m'a dit, oui, et puis tu mets des enfants dans le coup, et bon, ouais, ça fait partie. Bon, il est né très rapidement, lui. Voilà. Ouais, vous en avez Même, parlé. je vais dire, avant la fin de l'intrigue finale. Voilà, d'accord. Et c'est vrai que ce qui caractérise aussi ce livre, donc voilà, il y a le médiateur qui est le tueur, ça, Oui. on le sait très vite, on sait son Oui. identité. Maintenant, le gros de l'enquête, évidemment, concerne plutôt les commanditaires. Il n'est Oui. jamais qu'un tueur à gages. Oui, Puis, bien évidemment, sûr. voilà, le gros de l'enquête, c'est trouver Qui l'a engagé voilà, tout à pour fait. mener... et pourquoi. Et pourquoi. Tout à fait. Parce qu'au début, voilà, c'est très nébuleux, et puis ça se ramifie tellement qu'on se dit c'est pas possible que ce soit ça. Et en fait, si, non. C'est une... Je ne dirais pas que c'est nébuleux. Non, je trouve que c'est un peu Pas péjoratif. péjorativement du Non. tout, oui. Ça commence d'une façon bizarre. Un simple clerc du palais épiscopal qui se fait tuer de 2 traits d'arbalète dans la propriété d'été d'Adolphe de Lamarck. Ça, c'est vraiment un début assez bizarre. Qu'est-ce qu'il venait faire là-bas? Pourquoi l'a-t-on tué? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oui, Et tout démarre à partir de ce moment-là. tout à fait. Tout à fait. C'est lui qui va être le fil conducteur et qui va entraîner nos 2 amis dans une espèce de route movie qui va les conduire dans la Basse-Meuse, aux confins de la SB, revenir à Liège, vraiment faire un tour d'horizon assez large de C'est la vrai. région liégeoise. Tout à fait, oui. Ce qu'on relève aussi beaucoup ici dans le dernier livre, ils ont tendance à se retrouver beaucoup à la taverne, le Cygne d'Argent. Oui. Est-ce qu'on peut y voir un clin d'œil à l'hôtel actuel, le Cygne d'Argent à Liège, ou pas du tout? Non. Non, voilà, c'était le nom. C'est un clin d'œil à... Enfin, je ne vais pas dire... C'est un rappel du Cygne d'Argent qui existait à Liège, mais je ne l'ai pas pris pour magnifier le Cygne d'Argent, Voilà, c'était pas un etc. clin d'œil, Je trouvais que l'appellation qui est encore dans la tête d'un certain nombre de Liégeois Mhm. était relativement intéressante, et je l'ai transposé, bon, Tout à fait. avec... Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est la liberté de l'auteur qui peut s'emparer Évidemment, ouais, ouais. et le transposer dans un autre milieu. Évidemment. Et ce qui s'en ressort, je pense justement à cette taverne, que c'est revenu souvent, et souvent les personnages se retrouvent un verre à la main, entre guillemets, pour réfléchir ensemble. Oui. Ce qui transparaît beaucoup plus dans ce 3e roman que je n'avais pas eu l'impression de retrouver dans le premier ou le 2e. Mm, Donc voilà, c'est encore une évolution des personnages, une petite touche que vous avez rajoutée. c'est une évolution parce que quand vous avez un personnage qui est un petit peu désabusé, un petit peu beaucoup, bon, ben, il n'y a pas 36 solutions. Sans tomber dans les excès, disons, des policiers actuels qui se saoulent, qui ont mal à la tête pendant 3 jours avant de recommencer leur enquête, etc. Donc, je veux dire que c'est une étape un peu normale dans laquelle... et puis, je veux dire que l'estaminet tel qu'il était au Moyen-Âge était déjà un lieu de convivialité important. Exactement de la même façon, peut-être un peu moins maintenant, mais que dans les années 70-80 où on allait au café, pas seulement pour se saouler, mais simplement pour discuter avec des gens, pour écouter ce que l'un ou l'autre racontait. Et il y a un fait aussi qui est, lui, historique et qui est tout à fait véridique, c'est qu'on buvait beaucoup au Moyen-Âge. Ouais, On c'est buvait une beaucoup de question. bière et on buvait beaucoup de vin. Voilà, ouais. Pas d'alcool, hein. Les alcools blancs ne sont arrivés... Ils existaient, mais... C'était pas vraiment dans les non, mœurs, non, de non, l'époque. n'était pratiquement pas consommé. Mais le vin, Liège est une plaque tournante, disons, à la fois pour les vins qui venaient de la Moselle allemande, de la Bourgogne, forcément, Oui, oui. du Bordelais. Donc, tous ces vins se retrouvaient sans aucune difficulté sur le marché liégeois en 1332. Tout à fait. Donc, d'où le fait de se dire, bon, il va au Cygne d'Argent, c'est plus gai que de rester dans son petit appartement, dans son solarium, etc. Il rencontre des gens, il y a toujours... Et c'est aussi un lieu de rencontre qui amène aussi, disons, il À des retrouve événements, des un maître discussions. Verdier qu'il avait connu tout au début du livre à Argenteau, qui va lui apporter, sans le vouloir, un indice supplémentaire. Bon, donc, C'est ce ça, n'est- tout ce à n'est fait. pas gratuit. Tout à fait. Mais justement, c'est votre 3e tome. Maintenant, on ne peut pas parler de trilogie. Je pense que quelqu'un qui n'aurait lu ni le premier ni le 2e ne sera pas du tout perdu Non, pas du tout. dans le 3e. Donc justement, Non. vous rappelez les intrigues, ce qui s'est passé il y a 2 ans, etc. Bien sûr. Donc ça, voilà, le lecteur n'est pas perdu si Non, vous non, n'avez c'est pas lu cha- le premier. et le C'est deuxième. chaque fois une aventure différente.
avec un léger rappel, un peu comme dans les feuilletons télévisés à l'heure actuelle, quand on n'a pas suivi les 2 premiers épisodes, bon, il y a un petit rappel des faits, mais ici, non, ce sont chaque fois des histoires complètement séparées qui n'ont rien à voir avec la précédente. Donc, non, on ne peut pas parler de trilogie. Mais j'avais dit en rigolant, tout au début, que j'allais faire, bon, comme le premier se passait en hiver, j'avais dit, mais vraiment en plaisantant à l'époque, je vais faire comme Vivaldi, je vais faire les 4 saisons. Alors, le deuxième, c'était l'été, celui-ci, l'automne, et le 4e, forcément, se passera au printemps. On aura un printemps gazouillant. Oui. Je continue un petit peu sur les personnages, parce que voilà, je trouve que vos descriptions sont fort chouettes des personnages, et donc on s'y attache ou pas. Ou pas, oui. Et je parle justement des baillis. Donc ici on trouve le bailli de Liège, qui décidément, ça reste des personnages antipathiques, les baillis dans vos livres. Oui. Mais c'est souvent des arrivistes un peu prétentieux, un petit peu jamais à leur place. C'est vrai. Mais déjà dans le premier, le bailli le maître n'était pas un personnage imbu de son importance, puisque je l'expliquais déjà dans le premier, un garçon qui était parti de rien, qui voulait absolument accéder à quelque chose et qui a tout fait pour y accéder, sans jamais prendre le moindre risque dans les différentes querelles qui ravageaient Liège, où il est parvenu à maintenir son poste, mais où il n'est jamais parvenu à susciter l'intérêt de la noblesse. Un poste auquel il souhaitait vraiment accéder. Donc, finalement, il n'est pas tellement sympathique, mais il n'est pas tellement antipathique. Celui d'Hambourg, dans le deuxième, lui, c'est vraiment un gangster. Tout à fait. C'est un gangster, je vais dire que c'est un personnage. Un gangster, c'est un pervers aussi. Ce que celui-ci, le bailli le maître n'est pas. Absolument pas. Hein. Il veut un titre. C'est vraiment ce qu'il revendique. Et finalement, c'est cette quête du titre qui va le mettre en très mauvaise posture. Tout à fait. Alors que le bailli d'Hambourg, lui, c'était un personnage absolument infâme, infect, qui sous des airs et sous des apparences très agréables, n'en restait pas moins un gangster. Tout à fait. Tout à fait. Donc la comparaison peut s'arrêter là. Bon, Et donc ici, un ajout, je vais dire, dans ici le troisième tome, c'est l'ordre des chevaliers teutoniques, qui arrive, et qui arrive vraiment avec toute la prestance qu'il dégageait à l'époque. J'essaie malgré tout, alors que ce ne sont pas des romans historiques, j'essaie quand même, malgré tout, dans chacun des livres, d'apporter une petite touche de curiosité. Hein, dans le premier, j'ai un peu parlé évidemment du catharisme, les cathares, ce qu'ils étaient, comment il en était arrivé à avoir ce surnom de cathare. Donc c'est une période que finalement on ne nous apprend jamais à l'école, mais qui a existé, qui a eu le mérite d'être là. Et en une demi-page, on peut avoir une idée de ce qu'est le catharisme. Et si ça intéresse le lecteur, il peut aller voir et se plonger dans des ouvrages beaucoup plus savants. Dans le deuxième, j'ai parlé d'un autre phénomène que la plupart des gens ne connaissent pas, pourtant qui a eu lieu, c'est l'Empire khazar. Tout à fait. L'Empire khazar. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit par après, tu as été chercher ça où? Je dis non, j'avais lu la 13e tribu de Köstler il y a des années d'ici, où il faisait remonter, je vais dire, la dissémination des Juifs d'Occident, en Allemagne, en Pologne, en Russie, etc., non pas après la chute de Jérusalem, mais au départ d'un empire historiquement prouvé, qui était l'empire des Khazars, et qui était finalement des Asiatiques, qui étaient arrivés au bord de la mer Noire, qui avaient vu d'un côté que l'empire romain d'Orient était prospère, que le califat de Bagdad était aussi prospère, et ces gens se sont dit à un moment donné, mais ils n'ont qu'un seul Dieu, donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi prospères, sans aller plus loin. Et ils se sont dit, il faudrait peut-être qu'on fasse la même chose pour devenir prospères, ce qu'ils sont devenus pendant un siècle, à peu près. Mais ils se sont convertis au judaïsme,
pour n'indisposer ni les chrétiens ni les arabes, pour ne pas se mettre, dire Voilà. moi je suis chrétien donc je ne vais pas commercer avec les arabes, et vice-versa. Donc, et pendant 100 ans, ils ont fort bien vécu. Et Kessler part de ce postulat qu'il a finalement fait interdire en Israël, parce que c'était le blasphème par excellence. C'était délicat, évidemment. Mais la plupart des juifs occidentaux ne viendraient pas de la chute de Jérusalem, mais plutôt de la fin de l'empire khazar, où ils se sont dispersés très facilement en Hongrie, en Bulgarie, en Russie, etc. Donc j'essaye chaque fois d'apporter une petite touche de curiosité, qui prend une demi-page, et puis chacun en fait ce qu'il veut. Et dans celui-ci, bon, je parle des chevaliers teutoniques, hein, dont on retrouve encore des vestiges, la tour des Vieux-Joncs, dans l'enceinte de Liège, vers le Péry. Et c'était un ordre militaire qui avait une importance déterminante. Ils étaient basés dans le Limbourg, où il y a toujours un superbe château qui leur appartient et où le gouverneur du Limbourg reçoit généralement ses invités encore à l'heure actuelle. Et ce sont des gens qui se sont repliés sur Liège après avoir massacré des Limbourgeois, parce que c'était un ordre à la fois religieux et militaire, mais qui ne faisait pas dans la dentelle. Il y avait eu des soulèvements du côté de Hasselt, ils ont passé femmes et enfants au fil de l'épée, et alors devant la réprobation générale, ils sont venus à Liège, pas sur Liège, comme on dit certains, ils sont venus à Liège, où le prince-évêque de l'époque, c'est-à-dire pas le prédécesseur d'Adolphe de Lamarck, celui d'avant, leur a fait cadeau, évidemment, d'un certain nombre de paroisses, d'églises et de commanderies. Il leur a permis de s'installer. Exactement. Et alors, ils se sont calmés. Il n'y a plus, disons, d'exactions comme ça s'était passé dans le Limbourg 5 ou 6 ans auparavant. Mais il n'en restait pas moins vrai que c'était des gens qui étaient relativement détestés par la population liégeoise parce qu'ils ne se mélangeaient pas, ils étaient inflexibles, et puis ces gens dalmatiques blanches avec la croix noire impressionnaient. Ça inspirait la crainte, vraiment, et on le sent bien dans votre livre. Justement, dès le début où ils arrivent, on sent la crainte qui vient avec... Que ce sont vraiment eux les durs à cuire dans le bouquin. C'est ça. Ben voilà, moi je n'ai pas de questions supplémentaires. Est-ce que peut-être vous voulez ajouter quelque chose, que ce soit sur votre écriture en général, sur les derniers livres? Non, je crois que vous avez vraiment très 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 bien cerné l'ensemble. C'est sûr que comme c'est un roman policier, on ne va pas dévoiler l'intrigue. Si ce n'est que elle est assez surprenante, le déroulement est assez surprenant. Et dans le déroulement, rendez-moi cette justice, quand on a trouvé les véritables responsables, ce n'est pas d'une brutalité extrême. Non. Ah non, tout à fait. De façon assez surprenante. Ce qu'il y a, c'est qu'on avance comme Amaury, donc qui à un moment se fait un tableau avec les suspects potentiels, et donc on est là, nous, en tant que lecteurs, en se disant, oui, je sais qui c'est. Alors c'est lui, ou lui, ou lui, ou lui, ou lui, ou lui. Donc bon, voilà. Donc, et finalement, ça avance. Oui, là j'ai emprunté, et je n'ai pas honte de le dire, dans toutes les séries policières à l'heure actuelle, on voit des tableaux en plexiglas où on met les noms, les photos, etc. Amaury a fait la même chose, mais sans photo, évidemment. Voilà. Mais ça avec beaucoup de colle et de papier. Et ça l'a beaucoup aidé, je dois dire. Donc voilà, je crois que vous avez vraiment très bien analysé et posé les questions qu'il fallait. Maintenant, si le public a une question, le public quelque chose à dire, a quelque chose de particulier à me demander ou à le dire, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai, bien sûr. Si vous voulez de façon moins informelle, il y aura du vin et des chips. Ça peut toujours être plus sympa pour discuter. Ça débloque généralement la situation et les questions. Et donc, Monsieur Audi a amené donc, des livres avec lui, si vous voulez les acheter, enfin, en acheter un du moins, ce serait déjà bien. Et je pense que vous serez tout à fait enthousiaste à l'idée de dédicacer les livres qui seraient achetés aujourd'hui. Bien entendu, bien entendu. Voilà. En tout cas, un grand merci. Merci Je à remercie vous, encore vraiment.
et Abila et à votre intervention qui n'est pas nouvelle, bien entendu, parce que ça fait chaud au cœur d'avoir, disons, la possibilité de s'exprimer devant des gens sympathiques et puis voilà. Merci. C'est tout. Merci Merci à à vous. vous.